Bonjour à tous, bonjour chers followers, bonjour chers abonnés, bonjour à tout le monde, soyez salués, connectez-vous rapidement, connectez-vous et nous allons nous entretenir, nous allons causer, nous allons parler des sujets de l'actualité, nous allons parler de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et particulièrement aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de m'adresser personnellement à une dame. J'ai décidé personnellement de m'adresser à une dame, j'ai décidé personnellement de m'adresser à l'ex-première dame de la République de Côte d'Ivoire. L'ex-première dame, voilà, Madame Simone Olivier Gbagbo. Et c'est pourquoi je demande à ceux qui ont son numéro, ceux qui ont son contact, ceux qui sont amis à elle sur Facebook, sur WhatsApp, sur sa page officielle, bipez pour moi Simone Olivier Gbagbo. Appelez Simone Olivier Gbagbo ici maintenant et que vraiment, dites-lui que Serge Anselme Mézin, son fils, voilà, Serge Anselme Mézin, son petit, voilà, décide ce matin de lui parler. C'est important, c'est un cri de cœur que je lance à l'endroit de cette dame. C'est un cri de cœur que je lance à l'endroit de cette dame, c'est un cri de cœur, c'est un rappel que je voulais rapidement l'interpeller pour qu'elle puisse jouer son rôle de femme. Pour que pour une fois de sa vie, pour une fois dans sa vie, son rôle d'épouse, son rôle de femme. Ibrahima Moussa Sidibé, mon associé, comment tu vas mon gars? Merci pour tout le boulot que tu fais. Hein? Tout le monde voit ça, tout le monde est conscient que Ibrahima Moussa Sidibé aujourd'hui, il est un brave combattant. Aujourd'hui au sein du RHGP, c'est lui qui accompagne tous les cybermilitants, tous nos activités, c'est lui qui les relaie sur YouTube. En tout cas, Ibrahima, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Voilà, c'est important. Quand quelqu'un travaille bien, il faut le féliciter. Voilà. Donc, merci mon frère. Donc, là, il faut que nous puissions parler. À un moment donné, il faut que nous puissions parler. À un moment donné, il faut que nous puissions interpeller cette dame-là. À un moment donné, il faut que nous puissions, voilà, lui dire les choses en face. Il faut que nous puissions crier, l'interpeller, interpeller notre maman, la rappeler en ordre, lui rappeler son rôle d'épouse, son rôle de femme, la place d'une femme dans la société africaine, la place d'une femme dans la société africaine, la place d'une femme, le rôle d'une femme, le rôle d'une mère. En tant qu'Africain, en tant que peuple africain, quel est le rôle, quelle est la place d'une femme auprès d'un homme? Ce matin, nous avons décidé, en tant qu'enfant de Simone Olivier Gbagbo, nous avons décidé de parler à Simone Olivier Gbagbo. Chers frères, ils se partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à tout le monde, envoyez la vidéo dans tous les groupes, envoyez la vidéo dans tous les forums. Depuis que j'ai commencé à faire mes directs, depuis que j'ai commencé à prendre des positions sur les réseaux sociaux, depuis que j'ai commencé à mener ce combat-là pour le RHDP, depuis plusieurs années maintenant, jamais je n'ai voulu interpeller publiquement une femme. J'ai dit que ce soit une femme de l'opposition, que ce soit une femme du parti au pouvoir, que ce soit une femme soroïste, que ce soit une femme, peu importe, j'ai jamais voulu contrario, tout le contraire des cyber-militants, des cyber-moutons soroïstes, en tout cas certains, parce que ce n'est pas eux tous, parmi les cyber-militants soroïstes, j'ai certains quand même qui sont mes amis, il y a certains quand même qu'on entretient des liens qui sont des responsables, qui ont une longueur, ont une manière de voir la vie. Cela, ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle des cyber-militants, je parle de Soulé de Paris, je parle d'Amiral Blindé, je parle de Léonore, je parle de la guerre, des personnes qui n'ont rien compris, qui n'ont pas compris qu'en politique, que dans la politique, il y a des limites, qu'il y a ce qu'on appelle une femme, il y a ce qu'on appelle une vie privée, il y a ce qu'on appelle une barrière, il y a ce qu'on dit que même en guerre, il y a des limites. Même dans la guerre, il y a des limites et qu'on dit que dans la guerre, il y a les sexes faibles. Et les sexes faibles dans la guerre, il y a les enfants, il y a aussi la femme. Certains civils militants n'ont pas compris cela. Certains politiciens véreux, mafieux n'ont pas compris cela. Et c'est pourquoi nous sommes privés, non seulement par éducation, mais par conviction, de nous attaquer à une femme. Parce que pour nous, la femme et nous déjà, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre par principe, par éducation, mais aussi par rapport à notre foi, par rapport à l'éducation que j'ai reçue de ma mère. Pour moi, c'est toujours difficile pour moi d'interpeller une femme publiquement. C'est toujours difficile pour moi de critiquer une femme publiquement. C'est toujours difficile pour moi de m'adresser à une femme publiquement. C'est dû, vu au regard du respect, de la considération, de tout l'amour que j'ai pour une femme. La femme avec grand F en général, mais aussi quand je me rappelle des sacrifices que ma mère a consentis, quand je me rappelle
de comment est-ce que j'ai vécu mon enfance difficile, le combat qu'a mené ma mère, pourquoi aujourd'hui je sois ce que je suis aujourd'hui. Quand je me rappelle de tout ce qu'elle a fait, quand je me rappelle qu'elle me défendait, là où même j'avais personne pour me défendre, quand je me rappelle qu'elle a cru en moi, qu'elle savait que cet enfant, malgré ses défauts, malgré ses erreurs, n'est pas une erreur, mais seulement qu'il a commis une erreur, je me suis dit, pour moi, la femme, elle est sacrée. Je reste et personne ne peut changer ma conception, ma vision de ces choses-là. Pour moi, la femme est sacrée. Un homme doit un grand respect, quelle que soit une femme. C'est pourquoi j'interpelle ici, dès maintenant, tous les cyber-militants, quel que soit votre bord politique, quelle que soit votre prise de position, quand il s'agit de vous adresser à une femme, quand il s'agit d'interpeller une femme publiquement, quand il s'agit de faire des remarques à une femme publiquement, quel que soit son bord politique, faites très attention. Faites très attention et faites très attention parce que la femme est sacrée. Parce que la femme est sacrée. Parce que la femme, pour nous, Africains, la femme a toute sa place. La femme est l'essence même de la paix. La femme, c'est la grande famille réunie. La femme, c'est la stabilité. La femme, c'est la force même de l'homme. La femme, c'est l'inspiration de la maison. La femme, c'est la stabilité d'un homme. Et pour moi, je dis, c'est toujours difficile pour moi, publiquement, de m'adresser et d'interpeller une femme publiquement dans une vidéo. Mais pour une fois, je vais faire exception à la règle. Je vais faire exception à mes principes. Et je vais interpeller publiquement dans cette vidéo que je vous demande de partager au maximum. Dans cette vidéo, je vais interpeller une dame qui pour moi est aujourd'hui le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Qui est aujourd'hui le vrai problème de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand un homme responsable, soit salué depuis ta position, ma maman Raki Koulibaly, Aïcha Fofana, ma belle-sœur, soit saluée, belle-sœur, Mani FT, ma grande-sœur chérie, depuis ta position, la combattante, infatigable. Merci pour tout le travail que tu as bas pour le RAGP, pour tout ce que tu fais. Voilà, pour la stabilité, la paix en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'on appelle la femme africaine. C'est ce qu'on appelle la femme africaine. Malgré le fait que tu ne vives pas au pays, que tu ne sois pas au pays, ça n'enlève en rien en ta qualité de femme africaine, aux valeurs africaines que tu connais, que tu sais. Et c'est ça qui est important dans la vie d'un individu. C'est ça qui est important dans la vie d'une femme. Quand une femme perd ses repères, quand une femme perd sa stabilité, quand une femme perd sa position, son influence positive sur la famille, sur la maison, sur un homme, cela devient très grave. Cela devient très difficile. Il arrive par moment où on se retrouve entre amis. On se retrouve entre amis, on se retrouve entre frères et sœurs, on se retrouve entre, par exemple, des hommes et des femmes, on est entre amis et puis on cause. Il m'est arrivé une fois qu'on causait, j'ai discuté avec un aîné dont je vais taire le nom, un cadre ici dans ce pays avec qui je discutais, et dans les échanges, j'ai vu que à chaque étape de nos échanges, à chaque étape de ce que nous faisions, il avait cette manie-là d'appeler sa femme, ma maman Raki Koulibaly, sois saluée. Madame Diakité, c'est comment mon cœur, depuis ta position, sois saluée. Alors, il avait cette manie-là de appeler son épouse, lui donner l'itinéraire. Oui, on a fait ça, maman. Oui, on a fait ceci, cela. Oui, on est à telle étape. Bon, après ça, on va faire ça. Je lui ai posé la question. J'ai dit, cher aîné, j'ai beaucoup de respect pour toi. J'ai beaucoup de considération pour toi. Tu es quelqu'un qui a un grand titre aujourd'hui dans ce pays. Tu as une influence, tu as des hommes que tu diriges. Tu n'es quelqu'un de, je veux dire, qui a un avenir politique qui est visible, qui est clair. Mais grand frère, fais attention. Je dis bien, écoutez-moi bien, c'est moi là qui lui parle comme ça. Grand frère, fais attention. Parce que à l'allure où tu vas là, tu es en train de faire de telle sorte que ta femme te contrôle. J'ai l'impression que ta femme te domine. J'ai l'impression que ta femme est au centre de tout dans ta vie. J'ai l'impression que ta femme doit être au courant de tout. J'ai l'impression que tout ce que tu fais, tu composes avec madame.
Et moi, je trouve que ce n'est pas normal pour quelqu'un de ta carrure, pour quelqu'un de ta trempe, pour quelqu'un de ce rang que tu occupes, politiquement, mais aussi au plan social. Écoutez-moi bien. Et ça, c'est un message aussi pour les hommes qui sont connectés ce matin sur ma vidéo, qui suivent ce direct-là. Écoutez bien ce qu'il va me dire. Il m'a dit ceci. Écoute, mon frère, je te comprends. Je comprends ton inquiétude. Je comprends ta vision des choses. Je comprends ce que tu veux dire. Mais tous les hommes, écoutez bien ce qu'il va dire. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, tous ceux qui sont devenus quelqu'un dans la vie, tous ceux qui sont partis du commencement de l'échelle et qui sont arrivés au sommet, ce sont les personnes qui sont, si on veut le dire, du côté extérieur. Quand on dit côté extérieur, on parle de nous, ceux qui les regardent de loin. Ceux qu'on dit sa femme le domine, sa femme le commande, sa femme a l'influence dans sa vie, il est complice à sa femme. Avez-vous déjà observé, avez-vous déjà vu un homme complice à sa femme, ami à sa femme, un homme qui est complice à sa femme, qui est ami à sa femme, un homme qui intimement a une relation directe avec sa femme, mais qui a échoué dans la vie? Je pèse mes mots. Un homme qui est complice à sa femme, un homme qui se confie à sa femme, un homme qui, malgré tous ses petits coups à côté, a beaucoup de respect, beaucoup de considération pour sa femme et qui en même temps a échoué dans la vie. Tous ceux qui réussissent dans la vie, ça c'est le conseil de l'aîné. Tous ceux qui réussissent dans la vie, tous ceux qui deviennent des grands hommes dans la vie, tous ceux qui sont élevés dans la vie, donnent une place importante à leur femme. Tous ceux qui réussissent dans la vie donnent une place importante à leur femme, à leur épouse, celles qui partagent leur quotidien, celles qui partagent leur paix, celles qui partagent, celle qui est la mère des enfants, celle qui veille sur la maison, celle qui, au-delà de tous, je veux dire, elle inspire la maison, galvanise la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Galvanise la maison. J'ai compris le conseil de l'aîné et je lui ai dit, quand je serai comme toi, quand je serai comme toi, je ferai comme toi, parce que là, c'est un message très important que tu viens de me donner. C'est un exemple très important. Chers frères et sœurs, partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à tout le monde, envoyez la vidéo dans tous les groupes, envoyez la vidéo à tous les hommes qui veulent réussir dans la vie. Envoyez la vidéo à tous les hommes qui veulent entreprendre. Envoyez les hommes à tous ceux qui veulent avoir une carrière politique. Envoyez la vidéo à tous les hommes aujourd'hui qui ont une vision, une grande vision pour demain. Pour leur dire, ce que tu veux être demain, c'est vrai que ça peut être lié à ton talent. Ça peut être lié à ta connaissance. Ça peut être lié à ta personnalité. Ça peut être lié à tes relations. Ça peut être lié au combat que tu mets, à ta détermination. Ça peut être lié à tes finances. C'est vrai que tu as des prédispositions. Certes, je ne veux pas en discuter. Mais champion, il faut prendre une femme à la dimension de tes ambitions politiques, de tes ambitions dans la vie. Si tu veux être un chef d'entreprise prospère, un chef d'entreprise qui réussit, si tu veux être un chef d'entreprise, un homme réussi, un modèle parmi tant d'autres, si tu veux être l'un des meilleurs chefs d'entreprise de ce pays, tu veux être un des meilleurs hommes politiques de ce pays, Néné Diop, ma soeur, sois salué depuis ta position. Si tu veux être l'un des meilleurs footballeurs, l'un des meilleurs hommes d'affaires, l'un des meilleurs, je ne sais pas, mais meilleur dans ton domaine, ce n'est pas seulement politiquement parlant, hein? C'est pas seulement politiquement parlant, il faut savoir choisir ta femme. Chers frères, il faut savoir choisir ta femme. Il faut savoir choisir ta femme. Certains certaines personnes aujourd'hui sont des grandes personnalités. Des gens aujourd'hui dans ce monde ont eu du talent. Des gens, oui, Koulibaly Bamori, mon vieux, depuis ta position, soit salué. Joël Camus, on n'est pas d'accord, mais on est toujours ensemble. C'est aussi ça la fraternité, c'est aussi ça la famille. Voilà, après,
Après, ce qui nous divise, il y a ce qui nous unit, qui est la famille, tu es mon frère, et ça ne peut pas changer. C'est très important. C'est pourquoi nous, on s'est fait la part des choses. Voilà, on s'est fait la part des choses. Un athlète, par exemple, je prends le cas. Oui, par exemple, moi, sois sali depuis ta position. Un athlète, par exemple, vous savez, je prends le cas même de chez nous, ici en Côte d'Ivoire. On a commencé, il y a une promotion d'athlètes qu'on appelait ici, partager la vidéo, c'est vrai. Partager la vidéo, c'est en partageant, en distribuant, en donnant plus de visibilité à cette vidéo. Oui, mon boss, Doumia Abdul Karim, merci pour ton frapponnage de tout à l'heure. Hein. J'ai attendu que tu finisses et puis je suis monté en même temps. Alors, c'est selon, je veux dire, on a eu une carrière, on a vu des joueurs qui sont sortis, qui ont joué contre l'Espérance de Tunis en 98. Et c'était la première vague des académiciens ici en Côte d'Ivoire. Et en tout cas, ces joueurs-là, le 11 entrant ce jour-là, avec les Aruna Dendane, avec les Ezeto, avec les Jos, avec les Kopabari, avec en tout cas une génération. Le jour où on a vu le football dans son état pur, le football a une autre dimension. Les Badjans, les Koka, tout ça, ils avaient tous des surnoms. Et puis, les Kolo Touré, tout le monde, ils se sont lancés tous sur le marché professionnel. Ces joueurs-là sont allés sur le marché professionnel et après quelques temps, on se rend compte que les mêmes qui avaient tous au départ, tous du talent, tous de bons joueurs, tous des personnes talentueuses, mais ils n'ont pas tous eu la même trajectoire. Ils n'ont pas tous eu la même trajectoire. Souvent, on va avec des échecs dans notre vie où on s'en va attribuer ça souvent à des amis. On attribue des échecs souvent au fait qu'on dise non, c'est parce que je n'ai pas la chance comme les autres. Champion, je veux ce matin t'interpeller. Que toi et moi, on s'asseye et que nous puissions regarder ensemble quelle est la place qu'occupe ton épouse, celle qui partage tes jours, celle qui partage tes peines, celle qui est toujours avec toi, celle qui te connaît mieux que quiconque. Quelle est la place qu'elle occupe dans ta vie, champion? Quelle est la place qu'elle occupe dans ta vie? Quelle influence ton épouse ou bien ta conjointe, celle avec qui tu partages tes jours, la plupart du temps là, quelle influence elle a sur ta vie? Est-ce que l'influence qu'elle a sur toi est positive? Ou bien l'influence qu'elle a sur toi est une influence négative? Est-ce que l'influence que ta femme, celle qui partage ta vie, celle qui est dans ton quotidien, celle qui est dans ton intimité, celle qui te connaît, ont-ils la nuit porte conseil? Est-ce que la nuit on fait réunion? Quand un individu, une personnalité de haut rang, quand un ministre, un député, un président de la République, un jeune cadre, doit prendre une décision importante dans son entreprise, dans son business, dans son job, et il dit, on en a discuté, ok, on se reverra demain, parce que la nuit porte conseil. Est-ce que dans cette nuit-là, il y a une autre réunion qui a lieu la nuit par rapport à son conseil d'administration? Est-ce qu'il y a une autre entreprise qui travaille la nuit? Mais dans cette nuit qui porte conseil, là, est-ce que dans la nuit, là, c'est quelqu'un, c'est les anges qui descendent du ciel qui est venu lui parler? Comment un chef d'entreprise, un homme d'affaires, une personnalité politique, peut-il prendre rendez-vous pour demain, pour un autre rendement, si à la maison, il n'a pas une femme, il n'a pas une épouse, qui est une grande femme, femme avec toutes les valeurs, femme de chez femme, des femmes africaines. Une femme qui lui donne des conseils au-delà de toute émotion. Une femme qui lui donne des conseils par rapport à la réussite. Pas par rapport à elle, sa vision. Pas par rapport à elle, sa colère. Pas par rapport à la haine. Mais une femme de chez femme. Une femme qui tient compte de l'environnement. Une femme qui tient compte de là où on se trouve. Une femme qui tient compte du fait que nous sommes des hommes et des femmes africains et que nous vivons dans ces peuples africains. Nous avons nos valeurs, nous avons nos cultures. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, ce que tu seras demain sera forcément lié à l'épouse que tu vas, c'est-à-dire à la femme que tu vas épouser aujourd'hui.
Souvent, on accuse des sorciers. On accuse le diable. On accuse les féticheurs. On accuse les parents au village. On accuse notre maman. On accuse notre grand-mère parce qu'elle a vieilli. Ça, là, on a cette manie-là. On a cette spécialité, cette facilité-là, souvent. Mais pour un homme qui n'a pas compris encore la place, l'importance d'une femme dans sa vie, qui ne donne pas toute la place que la femme mérite, qu'il soit milliardaire, qu'il soit intelligent, qu'il soit fort, qu'il soit une star, qu'il soit ce qu'il ait de l'influence sur 1000, sur 40, sur 50 000, sur 1 million, sur 2000 personnes, 2 millions de personnes, je m'en fous, mais qui n'a pas encore arrivé à comprendre le rôle, la stabilité, la vision, n'est pas arrivé à la conclusion de savoir que ce qui sera demain, que tout ce combat qu'il est en train de mener, il doit être capable de prendre une femme, de s'attacher à une femme qui a aussi la même vision, mais qui a une longueur d'avance, qui a la capacité de réfléchir, qui a la capacité d'anticiper, qui a la capacité de regarder son homme en face et lui dire, c'est toi qui payes la maison, certes, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui as pris telle décision par rapport à telle chose, c'est toi qui as décidé de faire ça et ça, mais je préfère qu'on le fasse comme ça, je préfère qu'on aille dans ce sens, je préfère qu'on oriente comme ça. Néné Diop, ces femmes comme ça, là, nous on cherche actuellement à Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas en train de chercher une femme qui est star. On n'est pas en train de chercher une femme qui a beaucoup d'argent. On n'est pas en train de chercher une femme qui est riche. On n'est pas en train de chercher une femme qui est belle. Non, ce n'est pas de ça qu'on cherche. On est en train de chercher une femme. Mais une femme de chez femme. Une femme qui connaît nos coutumes. Une femme qui connaît nos valeurs. Une femme qui connaît le contexte dans lequel nous vivons. Une femme qui accepte nos réalités. Une femme qui accepte le combat que nous menons. Une femme qui est prête à nous soutenir dans tous les sens. Mais une femme aussi qui est capable de nous dire la vérité en face. Une femme qui est capable d'avoir... Une femme qui reste encore... qui garde encore ce petit côté féminin là en elle. C'est important pour un homme public. C'est important pour un homme qui prend des grandes décisions. C'est important pour un homme qui veut aller loin. Qu'il y ait une femme qui a encore ce petit côté maman. Ce petit côté maman en elle. Ce petit côté femme. Ce petit côté attentionné. Ce petit côté du nid. Ce petit côté de préserver la vie. Ce petit côté de mettre les gens ensemble. Souvent vous avez des hommes dans la société. Des gens cool. Des gens simples. Des gens accessibles. Des gens quand il est au travail, on te dit carrément que quelqu'un, dès que tu es au travail, on dit non, si tu veux le voir, il faut le voir au travail. Pardon, si tu veux passer par lui, pourquoi on organise une manifestation là? Il y a des ministres, il y a des députés, il y a des cadres. Je vous dis aujourd'hui la vérité. Je vous dis ça. Nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. On a des cadres, on a des leaders. Mais pour les voir là, on te dit fais tout, tu vas le voir au bureau. Fais tout, tu vas le voir quand il va sortir. Parce que si jamais tu vas à la maison, si ton dossier est arrivé chez lui, que sa femme a vu, ça ne va pas passer. On a des ministres comme ça dans le gouvernement. On a des députés comme ça. On a des maires comme ça. On a des responsables politiques comme ça. C'est-à-dire l'homme il est bon. L'homme il est ouvert. L'homme il est disponible. L'homme il est gentil. Mais la femme là, elle dit, il ne faut pas, on va être gentil. Mais bon, on n'a qu'à penser à nos enfants. On n'a qu'à penser à notre avenir. On n'a qu'à penser à notre village. On n'a qu'à penser à notre famille. On n'a qu'à penser à mes neveux. On n'a qu'à penser à mes cousins. Est-ce que vous comprenez? Mathiaba Doucouré, si tu rentres dans ce débat avec moi, je vais rentrer avec toi. Tu continues, hein, je te suis prêt. Tu rentres dans ce débat, je te suis. Hein. Donc c'est important, c'est capital, c'est nécessaire, c'est vital de savoir quelle femme tu mets dans ta vie. On dit qui veut aller loin, ménage bien sa monture. Qui veut aller loin, ménage bien sa monture. Mais dans ta monture, là, c'est quel genre de femme tu prends? Tu es DG là. C'est toi qui es DG.
ou bien c'est ta femme qui est DG. Tu es PCA. C'est toi qui es le PCA, ou bien c'est ta femme qui est PCA. Tu es président du conseil régional, tu es ministre. Les Simone et Yves Gbagbo là, elles existent partout, dans tous les sens, dans tous les partis, à tous les sens des niveaux. Je suis en train d'ouvrir une parenthèse. Je suis en train d'ouvrir une lucarne pour parler aux hommes publics, pour parler aux hommes politiques, pour parler à nos responsables, pour parler à nos aînés. Dites à vos femmes là, que ce que vous êtes devenus là, ce n'est pas à cause de votre famille. Ce que vous êtes aujourd'hui là, le titre que vous avez, la responsabilité que vous avez, c'est à cause des militants qui viennent frapper les portes la nuit et puis ils disent ça les dérange là. Les militants qui viennent frapper la porte, les militants qui viennent te déranger, les militants qui viennent déranger votre intimité, votre lune de miel, votre week-end là. C'est à cause de ces militants que vous êtes devenus ce que vous êtes devenus aujourd'hui. C'est à cause des militants là qui l'emmerdent elle aujourd'hui là. C'est à cause d'eux que vous êtes devenus ce que vous êtes devenus. Et ce que vous êtes, vous l'êtes pour être à la disposition des militants, pour être à la disposition des jeunes, pour être à la disposition des femmes, pour être à la disposition des hommes. Vous ne l'êtes pas seulement pour elle. Vous ne l'êtes pas seulement pour elle et sa famille. Vous ne l'êtes pas seulement pour elle et son village. Vous ne l'êtes pas seulement pour elle et son clan. Des hommes, des femmes de ce pays ont pris des individus. Des hommes de ce pays, des intellectuels, des cadres à un haut niveau ont pris des cadres, des ministres de ce pays en otage. Ils sont obligés de faire ce qu'elle décide. Ils sont obligés de faire ce qu'elle veut. Ils sont obligés de parrainer ce qu'ils veulent, d'aller dans le sens qu'ils veulent. Parce que c'est elle. Parce que c'est elle. Heureusement qu'elles ne sont pas nombreuses. Heureusement qu'elles ne sont pas nombreuses. Et pour nous, c'est important. J'ai généralisé. Maintenant, allons-y à personnaliser ce débat. Interpellez-moi dès maintenant, en cet instant-ci, en cet instant précis, faites rentrer l'accusée, Madame Simone et Yves Gbagbo. Faites rentrer à cet instant précis là, Madame et Simone et Yves Gbagbo. Et le Djina Farla va lui donner seulement 2 petits conseils. J'ai 2 mots à dire à Madame et Simone et Yves Gbagbo. Simone et Yves Gbagbo. Ma maman Simone et Yves Gbagbo. Je vais te dire 2 mots. Peut-être que tu as oublié. Mais Madame Simone et Yves Gbagbo, c'est vrai que tu es politicienne. C'est vrai que tu es politicienne et que tu fais la politique. C'est vrai que tu veux le pouvoir. Je sais que dans l'histoire politique, depuis ta jeunesse, en partant de ton militantisme, dans toutes les associations des femmes, à l'école, tout et tout, jusqu'à ce que tu puisses croiser le chemin de M. Laurent Gbagbo, l'ex-président de la République. Madame, vous avez combattu. Madame, vous avez prouvé par A plus B que vous êtes une femme de conviction. Vous êtes une femme qui a une personnalité. Vous êtes une femme qui a une carrure, qui dégage une énergie. Personne ne peut le discuter. Mais Madame Simone et Yves Gbagbo, à un moment donné, Aïcha Sam, oui, on dit 2 mots à sa maman souvent. C'est ça aussi des enfants conscients. Quand un enfant a la possibilité de dire 2 mots à sa maman, c'est parce qu'il a grandi. C'est ça aussi, c'est important. Merci beaucoup. C'est un enfant aussi qui aime sa maman, qui lui dit 2 mots. Le mot qu'il lui dit ici, là, c'est pour ne pas qu'on lui dise ça demain, ailleurs. C'est pour ça qu'il lui dit ça. Merci. Alors, vous avez été mis sur le feu de projecteur de la prise de pouvoir de votre mari, monsieur l'ancien président, l'ex-président Laurent Gbagbo. Simone et Yves Gbagbo, vous étiez la première dame de l'État de Côte d'Ivoire.
Vous étiez la première dame de l'État de Côte d'Ivoire. Mais avant d'être la première dame de l'État de Côte d'Ivoire, revoyons un peu l'histoire des premières dames de notre pays. Avant vous, Madame Simone Veil Gbagbo, il y a eu Thérèse Houphouët-Boigny. Quelle était l'attitude? Quelle était la position? Quelle était l'influence de Thérèse Houphouët-Boigny sur Félix Houphouët-Boigny? Quel était son impact sur la population? Quelles étaient ses actions? Les actions de Thérèse Houphouët-Boigny étaient orientées purement et simplement vers l'humanitaire, vers le social. En Afrique, là, quand un enfant commet une gaffe, quand un enfant sait qu'il a déconné, par qui on passe pour demander pardon au papa? Quand un enfant commet une gaffe en Afrique, je ne parle pas de l'Allemagne, je ne parle pas des Pays-Bas, je ne parle pas des États-Unis, je dis en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire. Madame Simone Veil Gbagbo, moi je vous pose la question, moi votre fils, en Afrique, quand un enfant commet une gaffe, quand un enfant sait qu'il a une erreur, quand un enfant sait qu'il a déconné, quand un enfant sait qu'il a mal agi, parce que l'erreur là, c'est la chose la plus facile au monde. Se tromper là, c'est la chose la plus facile au monde. Mais quand un enfant arrive à la conclusion et se rend compte qu'il a merdé, qu'il a déconné, et qu'il veut se réconcilier avec son père, il prend la peine de passer par sa maman. Il prend la peine de passer par sa maman afin d'atteindre son père pour lui demander pardon, pour que l'harmonie, pour que la paix revienne, pour que la réconciliation revienne dans la maison, pour que la réconciliation revienne dans le foyer. Mais de vous à moi, j'ai parlé de Thérèse Houphouët-Boigny. Quand quelqu'un était en discussion, en disgrâce avec Félix Houphouët-Boigny, est-ce que de vous à moi, par rapport à l'histoire politique, par rapport au vécu politique, par rapport à l'impact de Thérèse Houphouët-Boigny sur les Ivoiriens, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Thérèse Houphouët-Boigny était accessible pour permettre une réconciliation, pour demander pour réconcilier un jeune ou un homme politique ou un leader politique de son même parti, du PDCI ou en général, même dans l'Afrique, avec son mari Félix Houphouët-Boigny? La réponse est oui. Parce qu'elle était une femme qui parlait moins. Merci. Merci, mon grand frère Eloge Nda, pour cet éclairage. Tu vois, c'est bien. C'est pour ça qu'on a les grands frères comme ça. Voilà, c'est pourquoi on a les grands frères. Je vais revenir tout à l'heure sur les précisions d'Eloge Nda. C'est très important ce qu'il vient de dire. Je reviens dessus. Donc, elle était disponible. Elle était la personne adéquate pour le faire. Quand on a laissé Félix Houphouët-Boigny, et que nous avons eu affaire à l'héritier préfabriqué, l'héritier autoproclamé, Henri Konan Bédié, chers frères et sœurs, quel était le comportement, le style, la manière de Madame Henriette Konan Bédié? Quelle était son attitude? Aujourd'hui là, on peut tout reprocher à Henri Konan Bédié. On peut critiquer Henri Konan Bédié. On peut dire ce qu'on veut sur Henri Konan Bédié. Mais de vous à moi, de manière honnête, humainement parlant, terre à terre, sortons de la politique, sortons des émotions, et puis soyons ivoiriens, entre nous, terre à terre, comme on le dit chez nous, ben mieux que drap. Madame Henriette Konan Bédié est une grande femme. Madame Henriette Konan Bédié est une brave femme. Madame Henriette Konan Bédié est une bonne femme. Madame Henriette Konan Bédié est un soutien sans faille pour son mari. Quand son mari est arrivé au pouvoir, elle a créé automatiquement ce qu'on appelle l'ONG Servir. Et l'ONG Servir, c'est vrai que par moment, on peut se poser des questions.
Mais Henri Konan Bédié que vous voyez qui est là, est-ce qu'Henri Konan Bédié là, vous êtes sûr qu'actuellement il écoute encore sa femme? Vous êtes sûr que Henri Konan Bédié actuellement où je vous parle, où je fais ce direct là, vous êtes sûr qu'Henri Konan Bédié il écoute encore sa femme? Vous êtes sûr qu'il écoute encore les conseils d'Henri Konan Bédié? Non. Mais vous voulez quoi? Qu'elle laisse son mari? Qu'elle l'abandonne? Elle est présente. Vous avez déjà vu une déclaration de Madame Henriette Konan Bédié? Vous avez déjà vu une de ces déclarations en incendiaire, frapponneur, où elle insulte le président de la République, son excellence Alassane Ouattara? Montrez-moi une déclaration d'Henriette Konan Bédié en train d'insulter le président de la République, en train d'insulter la première dame Dominique Ouattara, en train de prendre position visible, claire et nette, insulter, appeler à la haine, à la division, appeler au soulèvement, appeler au boycott, appeler à se lever, à se mobiliser. Quand vous allez voir Simone, quand vous allez voir Madame Henriette Konan Bédié, c'est toujours avec son mari. Là où son mari est là, elle est là-bas. Là où son mari est, elle est là-bas. Elle soutient son mari. D'ailleurs, c'est la place d'une femme. Rappelez cela à Simone Veil Gbagbo. Dites à Simone Veil Gbagbo que la place d'une femme là, c'est à côté de son mari. Actuellement, je ne comprends pas, elle, sa position. Sa position actuelle là, je ne sais pas c'est quoi. Là où elle se tient actuellement, moi je ne sais pas c'est quoi, je ne connais pas son rôle. Mais la position idéale d'une femme, c'est à côté de son homme. Pour l'aider, pour le conseiller, pour le soutenir, pour l'orienter. Montez-moi une seule déclaration d'Henriette Konan Bédié. Salut ma maman Karida Justine. En train d'insulter le président de la République. Si aujourd'hui Henriette Konan Bédié décide de venir au palais présidentiel, qu'elle veut parler à Ouattara, le même jour, ils vont la recevoir. Elle sera reçue. Elle sera reçue au palais. D'ailleurs, malgré la division, malgré les griefs entre le président de la République et son ami Henri Konan Bédié, malgré les palabres de politique entre personnes, les rapports entre Henriette Konan Bédié et notre première dame, Dominique Ouattara, n'ont jamais été rompus. Ils arrivent par moments où ils se croisent. Dans les galas, il y a des moments où ils se croisent. J'ai dit qu'un Ivoirien, que quelqu'un m'interpelle, ici publiquement, me montre une vidéo, me montre quelque chose, une déclaration dans un journal, où Madame Henriette Konan Bédié appelle au soulèvement, appelle à se mobiliser, appelle à se lever, appelle à brûler, appelle à tuer, appelle à insulter. Vous n'allez pas trouver. Je ne suis pas en train de dire forcément à une femme, viens, tu vas être RHDP comme moi. Je ne suis pas en train de dire à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, venez être RHDP comme moi. Je ne suis pas en train de dire à toutes les femmes, venez être... Non, restez dans vos partis politiques. Mais votre rôle de femme, votre rôle de femme, le côté mère, votre rôle, le côté, l'instinct maternel ne doit pas disparaître en vous. Si une femme perd cet instinct-là, si une femme perd ce côté maman, ce côté, je vais dire, comment je vais dire ça? Si elle le perd, si elle perd ses valeurs fondamentales pour la vie de notre, pour la vie d'une maison, d'un foyer, ce foyer-là, ce couple-là, cette entreprise-là, cet homme-là, pas tout droit à la dérive. Jamais dans les annales, vous allez trouver une déclaration de madame, comment elle s'appelle? La femme de Houphouët-Boigny, en train de tenir des discours brûlants, des discours à la haine, des discours à tuer, des discours à brûler. Vous n'allez jamais trouver. Vous venez vous interpeller, Henri Konan Bédié, la vieille mère Bomo, jusqu'à aujourd'hui, elle ne va jamais prendre des déclarations. D'ailleurs, chez nous, ça ne se fait pas. Une femme prend la parole publiquement chez les Akans et dit des choses comme ça. Non, ça ne se fait pas.
Ça appartient aux hommes de décider. Ça appartient aux hommes d'orienter. Ça appartient aux hommes de dire les choses. Parce que la femme reste la femme. Quand tu es en palabre, et ça, je m'adresse aussi aux hommes, hein, parce qu'il y a des hommes qui sont très affairés. Il y a des hommes par moment qui sont très affairés, qui ne sont pas responsables. Fais très attention à ton ami. Fais très attention à ton ami, service, de collègue de service, ami, politique, combattant de lutte dans une association. Que lui, dès que vous êtes en palabre, là, il court, dit ça à sa femme à la maison. Il faut faire très attention à ce genre d'amis. Je suis en train de vous parler. Aujourd'hui, là, je suis en train de parler. On va me dire, mais toi-même, tu es mal placé pour nous donner des conseils. J'ai dit oui. Mais on a quand même l'expérience de la vie. On a vécu dans des familles où le père avait 3 à 4 femmes. On a connu des enfances qui aujourd'hui, l'enfance est devenue l'enfance qu'on a connue est devenue une école pour nous. Est devenue aujourd'hui un enseignement pour nous. Quand tu es en palabre avec ton ami, ton frère, ta cousine, ta nièce, et que tu vas le dire à madame, cher frère, écoute-moi très bien. Quand moi je suis en palabre avec un ami, quand je suis en palabre avec un pote, quand je suis en palabre avec une relation, et que même si j'ai une go ou une copine, que ce n'est pas son problème. Ma relation et moi, nous sommes en froid. Elle n'a rien à voir. Champion, quand tu décides et que tu vas à la maison, tu t'assois, tu vas insulter devant ta femme, ton frère, tes cousins, tes neveux, tout ton village. Après, ton neveu t'appelle pour te demander pardon et puis tu as accepté. Donc tu laisses tomber le discours. Mais est-ce que tu sais que toi qui es venu insulter ton neveu devant ta femme, elle a laissé tomber le discours. Tu as laissé tomber le discours, non? Mais est-ce que tu sais que ta femme ne va jamais laisser tomber? Et que tu sais que même si ta femme fait semblant de laisser tomber, est-ce que tu sais que ta femme là ne va jamais oublier? La femme est comme ça. La femme est comme ça. Ça, c'était juste une parenthèse pour interpeller les hommes qui parlent beaucoup. Les hommes qui ne sont pas responsables à la maison chez eux. Les hommes qui n'ont rien compris. Quand il a 2 discussions au travail net, quand il a une discussion avec un ami, quand il a discussion, il va courir directement. Et demain, tu veux que recevoir cette même personne à la maison. On va avancer. On va avancer. On a eu le cas de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. On a eu le cas de comment on appelle, j'ai oublié son nom, d'Henriette Konan-Bédier. Et maintenant, arrivons sur la femme du militaire, le seul militaire, le dictateur, le rebelle, qui a fait un coup d'État qu'on a appelé à l'époque salutaire, qui a pris le pouvoir. Quel était... Chef frère, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. On vient de me signaler que Mme Simone Évêque-Baboudia n'a pas reçu la vidéo. On vient de m'envoyer un texto tout à l'heure. Partagez la vidéo. C'est quand vous partagez là, 545 personnes, 600 personnes en ligne, 600 personnes qui envoient la vidéo à 600 personnes, Mme Babo a la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'elle ait la vidéo. L'objectif, c'est pour Mme Babo. Je vous ai dit de la taguer, de la biper. Vous ne l'avez pas fait. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler à ma maman, mais elle n'est pas présente. Je suis en train de conseiller Mme Simone Évêque-Babo, première dame, quelqu'un qui a eu le statut de première dame de mon pays. Mais pour moi qui manque de sagesse, pour moi qui a oublié son côté femme africaine, chef frère et soeur. Arrivons à celle qu'on va appeler la femme du général Robert Gueye. Je prends l'histoire politique de mon pays. Et là, je suis mauvais. Et là, il est mauvais. Il nous demande, il dit on n'a qu'à dire à Mme Babo. Elle n'a qu'à faire appel vidéo avec son mari. Elle n'a qu'à faire appel vidéo avec son mari. On va voir. Les gens sont méchants. Ils voient les méchants. Hein? Rose Doudou Gueye. Rose Doudou Gueye a commencé déjà à montrer les premières dames, je veux dire, qui ont influencé de manière négative leur mari.
Le général est venu. Il a balayé la maison. Mais Rose Doudou Gueye s'est rendu compte que ce petit temps, en tant que femme de président de transition, en tant que femme de président du CNSE, en tant que femme de président du Conseil, Comité national de salut public, voilà comment on a appelé ça. Il y avait des honneurs. Elle marchait sur tapis rouge. Elle a fait partie des hommes qui ont dit à son mari, Robert Gueye, c'est vrai que tu habites. C'est vrai que tu es venu pour transition. C'est vrai que tu es venu pour faire ceci, cela. Moi, je préfère que toi, Robert Gueye, tu sois candidat à ces élections. On va gagner. Tu vas encore faire 5 ans à la tête de ce pays-là. Tu vas encore faire 5 ans à la tête de ce pays-là. Voici les conseils en privé et de sources sûres. Et c'est prouvé que Rose Doudou Gueye donnait à son mari Robert Gueye. Que Rose Doudou Gueye donnait à son mari Robert Gueye. La suite, la conclusion, on la connaît. On sait comment Laurent Gbagbo lui-même, on sait comment Soro Kibafori Guillaume et ses rebelles, comment est-ce qu'ils ont assassiné sauvagement le général Robert Gueye, père à son âme. Mais le conseil négatif, l'influence négative de son épouse l'a conduit à là où il est aujourd'hui. Et ça, c'est sûr de tout le monde le sait. On est sorti de Robert Gueye et nous sommes arrivés à Laurent Gbagbo. Comme je vous disais, à un moment donné de la gestion du pouvoir de Laurent Gbagbo, on se posait souvent des questions. Entre Laurent Gbagbo et Mme Simone Yves Gbagbo, qui était réellement président de la République de Côte d'Ivoire? Qui était président de la République de Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo prenait des décisions pour la bonne marche de ce pays. Simone Gbagbo refusait. Et puis ça ne va pas quelque part. Laurent Gbagbo prenait des décisions pour la bonne marche de ce pays. Simone Gbagbo refusait. Et puis ça ne va pas quelque part. Si Laurent Gbagbo prenait des décisions pour la bonne marche du FPI, son parti politique, Simone Gbagbo refusait. Et puis ça ne va pas quelque part. Laurent Gbagbo organise meeting. Simone Gbagbo organise un meeting. Voici un pays, voici un foyer, voici une famille. Tout le monde a sang chaud. Tout le monde a sang chaud. C'est-à-dire, eux, là, quand ils sont énervés, là, ils sont énervés en groupe. Quand ils sont énervés, là, ils sont énervés en famille. Cassure générale à la tête au sommet de l'État. L'image de la première dame de l'État de Côte d'Ivoire venait de connaître une violation. Un changement flagrant. Elle n'est pas dans l'action sociale. Elle n'est pas dans faire de Ndaya. Elle n'est pas dans ONG Servi. Elle n'est pas dans Chef de Children. Elle est dans le pouvoir. Simone Gbagbo même aime le pouvoir que Laurent Gbagbo lui-même. Simone Gbagbo aime le pouvoir que Laurent Gbagbo lui-même. Je vous dis ici, Simone Gbagbo là, son affaire de pouvoir, son affaire de tapis rouge, son affaire de première dame était plus fort que Laurent Gbagbo lui-même. Elle ne s'est pas arrêtée à là. Simone Gbagbo a décidé d'être députée à Bobo. Elle allait être candidate avec la manipulation, avec la tricherie, avec la combine. Ça là, on laisse ça. Simone Gbagbo était députée d'Abobo. Quand on va faire les accords partout, pour la paix, pour restaurer la paix, pour ceci, cela, c'est Simone Gbagbo qui refusait ce que Laurent Gbagbo allait signer. Si vous avez remarqué très bien, on disait que Laurent Gbagbo était un boulanger. On va casser les papas aujourd'hui, c'est-à-dire on va les envoyer à la pelle. On disait que Laurent Gbagbo était quelqu'un, un boulanger. On disait de lui que quand il dit oui aujourd'hui, demain il dit non. Quand il dit oui aujourd'hui, demain il dit non. On dit quand il va dire oui à Paris, il vient dire non à Toulouse. Quand il dit oui à Lomé, il vient dire non à Ouaga. Mais de vous à moi, quand quelqu'un a dit oui à Ouaga, et qu'avant d'aller à Lomé, il passe à Abidjan,
et qui retourne, comme on appelle, à Lomé qui dit non. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps à Abidjan? Entre-temps là, qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? C'est Simon Enevié Gbagbo qui a agi. C'est Simon Enevié Gbagbo qui a donné les ordres. C'est Simon Enevié Gbagbo qui a donné les orientations. C'est Simon Enevié Gbagbo qui était l'aile dure même du FPI là. C'est Simon Enevié Gbagbo qui l'a dirigé. C'est Simon Enevié Gbagbo qui l'a dirigé. Une femme doit être une femme. Une femme doit être une femme. Une femme doit être une femme. Une femme à un moment donné doit être une femme. Une femme à un moment donné doit jouer son rôle pour ramener la paix, pour ramener le calme, pour ramener la stabilité, pour ramener l'harmonie dans la maison, dans le village et dans le foyer. Mais une femme qui est sans chaud, une femme qui est guerrière, une femme qui est sur tous les fronts, une femme qui attaque, une femme qui insulte, une femme qui vilipende, une femme qui appelle à la haine. Faites attention, frère. Faisons attention. Ce que tu veux devenir, les objectifs que tu t'es fixés, ce que tu prétends être, réussir dans l'activité, réussir dans la vie, dans ce domaine particulier, dans le commerce, dans le sport, dans la politique, dans l'administration, dans la restauration, dans le commerce. Peu importe ce que tu viens entreprendre, champion, il faudrait que tu puisses choisir une femme qui va dans la vision de ce que tu as décidé de faire. Il faudrait que tu puisses choisir une femme qui a les mêmes orientations que toi. Il faudrait que tu puisses choisir une femme qui est capable de t'amener là où tu veux être. L'échec aujourd'hui de Laurent Gbagbo, si Laurent Gbagbo aujourd'hui est dans ce cas, là où il est, si Laurent Gbagbo est dans cette situation, si Laurent Gbagbo aujourd'hui est aujourd'hui dans ce qu'il est aujourd'hui, dans tout ce qui lui arrive, le premier responsable, la première responsable des échecs de Laurent Gbagbo, c'est Simon Enevié Gbagbo. C'est Simon Enevié Gbagbo. C'est Simon Enevié Gbagbo qui organisait, qui avait un rapport direct avec tous les jeunes patriotes. C'est Simon Enevié Gbagbo qui avait un rapport direct avec tous les jeunes patriotes. C'est Simon Enevié Gbagbo qui détenait le cabinet, qui gérait le cabinet des escadrons de la mort. C'est Simon Enevié Gbagbo, elle encore, qui avait l'influence dans le parti pour positionner qui qu'on veut, là où est ça, où est là. D'où est venue toute la force de Pierre Kipré. De Kipré, non, pas Pierre Kipré. Comment il s'appelle Kipré là? Stéphane Kipré. Mais Stéphane Kipré, simplement pour avoir été le bon fils de Simon Enevié Gbagbo, mais il avait tous les pouvoirs, il avait tous les privilèges dans le système. Dans le système. Parce qu'il est beau-fils de Simone Gbagbo. Parce qu'il est proche de Simone Gbagbo. Parce qu'en réalité, c'est elle qui dirigeait la République. C'est elle qui dirigeait la République. C'est elle qui dirigeait la République. William Atebi, député du PIT, qui s'est retrouvé du coup subitement au FPI, qui faisait partie, qui étaient même les gens qui l'aident, père à son âme d'ailleurs. Déjà qui appelaient la haine, à brûler. Il était quoi? Proche de Simon Enevié Gbagbo. Un des proches de Simon Enevié Gbagbo. Si Dieu t'a fait la grâce, champion, quel que soit ton bord politique, quelles que soient tes ambitions, quels que soient tes projets, quel que soit ce que tu prévois faire, quel que soit ce que tu prévois devenir, quel que soit ce que tu veux entreprendre, quel que soit ce que tu veux construire, prie Dieu de te donner une longue vie. Prie Dieu de te donner les moyens financiers pour pouvoir réaliser ce rêve. Mais surtout, tous les jours que Dieu fait, il faut prier Dieu pour que Dieu, dans sa grâce, puisse te donner une bonne femme. Il faut prier Dieu pour que Dieu puisse te donner une bonne femme. Prie Dieu que Dieu mette sur ton chemin une bonne femme, une femme au grand cœur, une femme sensible, une femme qui a ce côté maternel, une femme qui aime, une femme qui encadre, une femme qui peut te regarder en face et te dire non, allons comme ça. Une femme qui est humaine, une femme qui a un grand cœur. Une femme comme Maman Dominique Ouattara. Une femme comme Maman Dominique Ouattara. Une femme comme Henriette Konan Bétier. Une femme comme Marie-Thérèse Oufoué-Boigny. Les femmes comme Rose Doudou Gueye. Les femmes comme Simone Enevié Gbagbo.
Il faut tout faire, il ne faut pas Dieu va permettre ça dans ta vie. Les femmes, comme les Marou Odette Lorion, là, les femmes comme la guêpe, là, il faut prier Dieu chaque jour. Que ce soit pour toi-même d'abord, mais aussi pour ton fils. Fais tous les sacrifices qu'il faut. Fais tous les sourates, les rakats qu'il faut pour que Dieu ne te mette pas sur le chemin de ce genre de femme-là. Fais tous les rakats qu'il faut pour que Dieu ne te mette pas sur le chemin de tes enfants, ces femmes-là. Parce que tous ceux qui réussissent dans la vie, je suis en train de parler à des hommes conscients, à des hommes qui ont décidé d'accepter la vérité du Djinna Fara. Des hommes qui ont décidé d'accepter la vérité du Djinna Fara. Je dis qu'un homme, ce que tu veux devenir, ce que tu dois être, ce que tu comptes être demain, ta vie, ta destinée, tes projets, tes orientations, va dépendre de la femme qui est dans ta maison. Va dépendre de la femme qui est dans ta maison. C'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi j'ai dit, je suis contre les hommes qui veulent faire souffrir les femmes, qui font souffrir les femmes, des hommes qui manquent de respect à la femme, des hommes qui n'ont aucun respect pour la femme, celle-même qui vit chez elle à la maison, aucune communication, elle ne sait rien de tout ce que tu fais. Tout ce que tu entreprends, elle ne sait rien. Tu dis non, c'est une sorcière. Si je lui dis là, elle va tout. Oui, mon grand frère Corolla, sois salué depuis ta position. C'est dangereux. C'est dangereux. Non, si demain je ne suis plus là, si demain je ne suis plus là, de toute façon mes frères sont là, mes cousins sont là, mes neveux sont là. Mais la personne qui aura l'obligation, de manière naturelle, de manière réelle, et de manière terre à terre, et de manière je veux dire, de mieux s'occuper des enfants, c'est que je ne souhaite pas, parce que je souhaite que tu vives longtemps avec tes enfants, avec ton épouse, jusqu'à ce que... Mais la personne qui le fera librement, tranquillement, la personne où tu es sûr, qui s'occupera très bien, qui pourra protéger tes enfants, se soucier de leur avenir, se soucier qu'ils puissent réussir, les protéger. Il n'y aura pas quelqu'un qui pourra mieux le faire que ton épouse. Et ça, toutes les religions le disent. Tous les hommes de Dieu sensés, je ne parle pas des hommes de Dieu qui cherchent à manger. Je ne parle pas des hommes de Dieu qui veulent te faire plaisir parce que tu as un titre. Je ne parle pas de cela. Je parle des hommes de Dieu responsables. Ils vont te le dire. C'est très important d'honorer sa femme. C'est très important de prier et de choisir une bonne femme. C'est très important d'orienter ses projets, de parler, de discuter. Parce que c'est ceux qui sont dominés par les femmes. Dont vous dites qu'ils sont dominés par les femmes. En tout cas, moi, ma femme, je voulais qu'elle me domine. Moi-même, je veux que ma femme n'a qu'à me dominer. En tout cas, si tu es là, si tu me regardes en direct, là, pardon, viens, tu vas me dominer. Quand venir, tu vas me dominer, on va quitter ici. Viens, tu vas me commander. Et puis, on va avancer. Parce que tous ceux qui sont dominés, selon vous, qui sont commandés, selon vous, c'est eux-là qui réussissent dans la vie. C'est eux-là qui deviennent les grands de ce monde. C'est eux-là qui entreprennent, qui réalisent des grands projets dans ce monde. C'est eux-là qui sont exceptionnels dehors. Parce qu'à la maison, ils ont un rapport très clair. Parce qu'à la maison, ils ont une stabilité. Parce qu'à la maison, ils ont une paix totale. Quelqu'un qui va à la maison qui ne dort pas. Quand vous regardez Laurent Gbagbo à la télévision, tu sais que quand il rentre à la maison, il ne dormait pas. Il est emmerdé chaque jour. Sa tête chauffe. Sa tête chauffe. On va à la maison, le gars, il ne peut pas dormir. Il va à la maison, il n'y a pas de stabilité. Il va à la maison, c'est le feu. Mais pourquoi aller à la maison? Pourquoi y aller à la maison? Si à la maison, c'est toujours des problèmes. Si à la maison, c'est toujours des débats infinis. Si à la maison, c'est des débats ni queue ni tête. Si à la maison, rien ne peut, rien ne peut changer, rien ne peut évoluer, je peux faire rester dehors. Au moins, avec la petite dehors, il n'y a pas de débat. C'est dans un seul sens. On est décontracté, on est déstressé, et puis on avance. Chers frères et sœurs, et puis on avance. Madame Simone et Yves Gbagbo est le vrai problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et pour terminer, Madame Simone et Yves Gbagbo, nous on sait que toi là, Afi N'Guessan et puis toi là, il y a longtemps, il n'y a pas là. On sent qu'il y a longtemps, tu ne veux pas de lui. On sent même quand on l'a nommé Premier ministre là, toi Simone et Yves Gbagbo, tu ne voulais pas. Mais Simone et Yves Gbagbo, on sait aussi que tu as giflé Afi N'Guessan. On va te dire ça aujourd'hui. Nous on sait que tu l'as giflé à l'époque. Et pour finir,
Nous, on sait que Laurent Gbagbo, à un moment donné, en 2010, lors des élections qui ont eu lieu, a dit qu'il partait voir le président Alassane Ouattara, voir le Conseil constitutionnel, pour dire qu'il reconnaissait la victoire du RHDP et du docteur Alassane Dramane Ouattara. Mais on sait que c'est toi, Simone Yves Gbagbo, qui a refusé. On sait que c'est toi. Tout ça là, on sait. À la fin, je me pose une question. Les enfants qu'on cite pour dire que c'est les enfants de Mme Simone Yves Gbagbo, est-ce que c'est réellement ce sont tes enfants? Parce qu'une femme qui a connu la douleur de l'enfantement, et ça quand je parle là, je ne parle sur le contrôle des femmes qui m'écoutent. Je ne parle sur le contrôle des femmes qui m'écoutent. Elles savent de quoi je parle. Ce n'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se vit. Une femme de ces femmes qui a connu la douleur de l'enfantement, qui a connu les difficultés liées à l'enfantement, qui a souffert pour avoir son enfant, l'encadrer, la protéger, la orienter pendant des années. Cette femme-là, dans ses prises de position, malgré les divergences, malgré ce qu'elle va dire, malgré toutes ses orientations, ce côté humain, ce côté femme, ce côté attentionné, ce côté féministe là, fait que il y a des réactions, il y a des actions, il y a des choses qu'elle ne peut jamais faire, qu'elle ne peut jamais dire. Aujourd'hui, ma préoccupation, ma première question, c'est de me poser la question, est-ce que Mme Simone Yves Gbagbo est réellement une femme? Est-ce que Mme Simone Yves Gbagbo est réellement une mère? Est-ce que Mme Simone Yves Gbagbo est réellement la mère de ses enfants? Est-ce que Mme Simone Yves Gbagbo a vraiment connu la douleur de l'enfantement? Est-ce que Mme Simone Yves Gbagbo connaît le sens même de la vie humaine? Est-ce qu'elle le connaît? Et maintenant, toi aujourd'hui, Simone Yves Gbagbo, tu viens faire une déclaration pour dire que ton candidat là, c'est Laurent Gbagbo. Afin Guessan, tu ne le connais même pas. Et tu ne sais même pas ton candidat, tu t'en fous. C'est toi, Simone Yves Gbagbo. Tu appelles à l'incendie, tu appelles à la révolte, tu appelles à la rébellion à partir des Beaunois. C'est toi, Simone Yves Gbagbo, tu distribues les armes. Tu fais attaquer les fourgonnettes pour financer ta rébellion, pour faire de Beaunois une base. Mais c'est foutu, c'est mal connaître le président de la République sur le Sénat, Alassane Ouattara. C'est mal connaître. Tu as fait la prison. Tu as fait la prison. Mais il me semble que la prison ne t'a pas servi. Il me semble que la prison ne t'a pas servi à rien. Tu continues dans ta logique. Je veux t'interpeller avant qu'il ne soit trop tard. J'interpelle par la même occasion les femmes des personnes qui ont des responsabilités. Vous qui êtes les femmes des directeurs centraux, les femmes des députés, les femmes des maires, les femmes des ministres, faites attention à ce que vous dites à vos maris quand ils sont à la maison. Faites attention aux conseils que vous leur donnez. Parce que dans vos décisions, dans vos conseils, sachez que les conséquences là, les conséquences négatives vont aussi à l'encontre des enfants des autres. Et que les autres aussi sont enfants d'une femme aussi comme vous. Sont enfants aussi d'une mère aussi comme vous. Sont aussi par moments de l'espoir de certaines familles comme vous. Faites attention à ce que vous dites à vos maris parce qu'ils ont des pouvoirs de décision. Parce qu'ils ont le pouvoir de radier quelqu'un d'une société. Parce qu'ils ont le pouvoir de radier un ministre du gouvernement. Parce qu'ils ont le pouvoir de radier quelqu'un d'une entreprise. Parce qu'ils ont le pouvoir de chasser quelqu'un de la mairie. Ils ont le pouvoir de chasser quelqu'un de son travail, de chasser quelqu'un d'une maison. Parce qu'ils ont le pouvoir de déstabiliser quelqu'un de sa position politique. Faites très attention à ce que vous faites. Faites très attention à ce que vous dites. Faites très attention à comment vous utilisez votre position de première dame. Ça y va de l'image. Ça y va de vos actes. Ça y va du fait que tôt ou tard, le peuple, Dieu, va finir par vous arracher cette position. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Madame Simone Yves Gbagbo, où tu es aujourd'hui là, ça fait combien de mois, Laurent Gbagbo? C'est Simone Yves Gbagbo qui organisait les pasteurs. Je vais vous dire aujourd'hui la vérité.
C'est-à-dire tous les pasteurs qui mangent aujourd'hui, qui étaient autour, qui racontaient n'importe quoi, ils voyaient l'Éternel des armées, qui mentent, des faux prophètes là. C'est Simone de Beauvoir qui organisait et tout, et tous. Et tous. Et tous. C'est elle qui gérait ça. C'est elle qui nourrissait tous les... Voilà. Et puis il y a des prières, des prophéties organisées, des prophéties. Quand quelqu'un a profité de quelque chose que ça ne s'est pas réalisé là, c'est que lui il est un faux prophète. Ce n'est pas un débat. On n'a pas besoin de chercher à midi à 14h. Quand tu as dit quelque chose en tant qu'homme de Dieu, tu as dit quelque chose et que ce n'était pas réalisé, tu es un faux prophète, tu es un menteur. Tu es un faux prophète, tu es un menteur. La Bible même est claire là-dessus. La Bible est claire là-dessus dans Isaïe. Le prophète a dit, qui enverrai-je et qui marcherait pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Parce que quand Dieu t'envoie là, il y a entre, quand Dieu t'a envoyé, la mission que Dieu t'a confiée là, entre ça et toi-même ta personnalité, souvent il y a de l'influence. Souvent ton côté humain agit. Parce que Dieu même sait qu'on peut t'envoyer. Et puis tu vas aller toi-même t'envoyer, comme le dit Laurent Gbagbo. C'est pourquoi il a dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il y a des gens qui sont envoyés par Dieu. Il y a des gens qui sont même des serviteurs de Dieu. Il y a des gens même qui sont des pasteurs oués par Dieu. Il y a même des prophètes oués par Dieu, appelés par Dieu. Mais vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des honneurs, ils oublient d'écouter le Dieu qui les a envoyés. Mais ils disent des choses pour faire plaisir à l'autorité qui est en face d'eux. Parce qu'ils veulent bénéficier des positions. Parce qu'ils veulent avoir l'argent. Chers frères et sœurs, Simone Hervé Gbagbo est le vrai problème de Laurent Gbagbo. Simone Hervé Gbagbo est le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Simone Hervé Gbagbo est le Soro Guillaume côté féminin. Elle est assise. Elle a bénéficié de la grâce présidentielle. Elle est assise dans son fauteuil roulant. Mais elle est dangereuse. Très dangereuse. Comme une peste. Comme un démon. Mais c'est elle qui est tout le temps à l'église. C'est elle qui parle tout le temps de l'Éternel des armées. Si l'Éternel des armées était avec toi, aujourd'hui ton mari ne serait pas déjà avec une femme. Arrête de nous emmerder. Si l'Éternel des armées était encore toi avec toi, si l'Éternel des armées, toi t'écoutais encore, ton mari ne serait pas aujourd'hui avec une autre femme. Bref. Quand Dieu est avec quelqu'un, on n'arrache pas sa femme. On n'arrache pas son mari. Il n'est plus avec toi. Tu dois savoir que Dieu n'est pas avec toi. S'il était avec toi, là, ton mari ne serait pas aujourd'hui avec Nadi Bamba, qui le gère bien. Chers frères et sœurs, nous allons arrêter le direct de ce matin. Je pense que mon temps est parti. Comme j'ai dit, c'était votre serviteur Serge Ansel Mézin, Dina Farala pour les intimes. Nous allons finir par rappeler aussi notre activité que nous avons commencé depuis plus d'un mois maintenant pour joindre les deux bouts parce que ce n'est pas souvent facile. C'est pas souvent facile. Alors nous avons décidé de mettre nos services, nos compétences à la disposition de nos followers, de nos abonnés. Et nous avons commencé par mettre à votre disposition tout ce qui est terrain. Nous avons dit que nous avons plein de terrains dans Abidjan. Nous avons des terrains à Anyama. Nous avons des terrains à Yopougon. Nous avons des terrains à Angré. Nous avons des terrains à Bergerville. Nous avons des terrains à Bassam. Nous avons des terrains à Vitré. Et ces terrains sont des terrains sécurisés. Et quand vous nous appelez, au lieu d'appeler quelqu'un d'autre pour avoir votre terrain, c'est une manière de soutenir le combat que nous menons. C'est une manière de soutenir les actions que nous faisons. Comme on ne peut pas aller voler, comme on ne peut pas aller commander, alors on travaille. Et c'est notre manière de nous dire, voilà ce qu'on fait. Mais au-delà même du terrain, vous pouvez aussi nous confier la conception de votre plan. Vous pouvez aussi nous confier les réalisations des travaux de votre maison, de votre résidence. Peu importe là où vous voulez, que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur. Mais il y a certaines personnes qui nous appellent, qui disent non, je veux bien une maison, je veux bien un terrain, mais je veux ça à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays encore, nous avons déjà nos réseaux, nous avons déjà nos satellites, notamment à Boaké, notamment à Yamsokoro, notamment à Bangourou, notamment à San Pedro. On avance. Ça veut dire qu'on est organisé. Nous savons là où nous allons, et nous savons comment nous faisons, et nous savons pourquoi nous le faisons. Il y a un seul numéro qu'il faut appeler. C'est un numéro WhatsApp. Partout en Côte d'Ivoire, et même à l'extérieur du pays, c'est le 07 39 09 09. 07 39 09 09. Ou bien le 225 00 225 07 39 09 09. Je suis tout le temps connecté, tout le temps disponible. En tout cas, tant que la tête tourne, vous pouvez appeler. Tant que vous voyez que la tête tourne, vous pouvez appeler. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne journée à tous
Et puis pour ceux aussi, la dernière fois j'en ai parlé, les gens m'ont appelé pour ça. J'ai dit qu'il y a un groupe de jeunes qui ont développé une affaire et qui cherchaient des financements, qui cherchaient des bailleurs de fonds pour les accompagner. Et ces bailleurs de fonds-là devenaient partenaires dans ce business-là. J'ai écouté, j'ai vu. Après ça, déjà, il y a une personne qui m'a appelé. Je l'ai mis en contact avec les jeunes-là. Ils ont déjà eu un partenaire qui a été convaincu par le projet. Ils sont en train de chercher encore 3 autres. Voilà, parce que c'est un business qui est lourd quand même. 3 autres qui vont aussi s'ajouter pour construire ce grand business-là. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, pour manger, là, il faut travailler. En fait, c'est ce qui fait mal à certaines personnes. C'est ce qui fait mal à certaines personnes. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour manger, il faut travailler. Pour manger, là, il faut travailler. Il y a plus cette histoire de jeunesse. On se promène ici, on va commander, on se promène ici, on va faire un meeting à la place du château. On va faire place à la place de quoi? Comment on appelle la place au plateau là? Jean-Paul II, enfin on se promène, on prend Matela, on prend... C'est fini. Abidjan, c'est terminé, Walié. Tu veux manger aujourd'hui, il faut travailler. Tu veux l'argent, il faut travailler à la sueur de ton front. Tous les politiciens que vous voyez, tous les ministres du gouvernement, là, ils ont d'abord un travail, ils ont d'abord une qualification, ils ont d'abord des diplômes. S'ils reçoivent un salaire du gouvernement, c'est parce qu'ils sont ministres de la République, ils servent tout le monde en même temps. Le ministre de la Constitution, est-ce que c'est les papiers de RADP seulement ici? Non. Le ministre de la Constitution, là. Ici, les papiers de tous ceux qui ont intérêt, tous ceux qui ont le domaine. Donc, il n'est pas là seulement pour un parti politique, il est là pour tous les Ivoiriens. Donc, c'est pour ça qu'il est payé. Mais avant ça, il y a une formation. Les députés, là, chacun a un travail. Ils ont une formation. Les maires, c'est pareil. C'est pourquoi un jeune aussi qui s'engage politiquement doit avoir aussi un boulot. Doit avoir son job, doit avoir une qualification. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu donne à notre première dame, l'ex-première dame, Simone Gbagbo, de se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Qu'elle puisse se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Il faut qu'elle démontre à la face du monde, des hommes, à la face des Ivoiriens, qu'elle est une femme. Mais une femme avec un grand cœur. Une femme africaine, avec nos valeurs, avec nos cultures. Je redonne le contact pour terminer, le 07 39 09 09. 07 39 09 09, le 225 07 39 09 09. Ah, ciao, on est ensemble.